Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on passe à la partie 2 des conseils de lecture sur le Japon, donc la partie roman. C'est ça, donc on va commencer par les 7 roses de Tokyo de Inoue Hasashi. J'espère que... Hisashi. Ouais. Hisashi. Ça parle en fait de l'histoire d'un fabricant d'éventails de 1900... Alors je sais plus quel mois d'avril, je crois 1er avril, quelque chose comme ça, 1945, à le même mois mais jusqu'en 1946. Donc plus ou moins pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. La fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ce qui va arriver en fait au Japon après cette guerre-là. Je trouvais ça plutôt intéressant parce qu'on suit en fait un personnage, Monsieur Tout-le-Monde, qui crée du coup des épouvantails et... des éventails, pardon. Et pour gagner en fait sa vie en période de guerre et après-guerre, il fait des petits boulots, il travaille au noir, etc. Et on découvre en fait comment vivent les Japonais pendant cette période-là et comment ils survivent surtout avec... Durant l'occupation. Durant l'occupation et même avant, parce qu'en fait ils prennent quand même pas mal de bombardements des B-29, si je me souviens bien, les bombardiers américains. Et je trouve qu'il y a par contre un petit moment de battement au milieu du livre qui est un peu moins intéressant, je sais pas, peut-être parce que le livre est long et que du coup je me suis un petit peu assoupi pendant la lecture. Mais, il est assez épais, ça c'est clair, on part quand même sur du 930 pages. Ouais, c'est quelque chose comme ça, mais je trouve qu'il est très intéressant vraiment parce que personnellement, je connaissais très peu sur le Japon, en tout cas comment les gens, les Japonais ont pu vivre et survivre durant cette période-là. En fait, on apprend surtout comment s'est passée la guerre, comment les Américains ont pu vaincre les Japonais. Mais ce qu'apporte ce livre-là, c'est surtout la réflexion des Japonais. Qu'est-ce que eux ont perdu? Parce que les Allemands, par exemple, eux, ils ont juste perdu la guerre et puis on est arrivé, on a mis notre drapeau chez eux. Mais eux, les Japonais, en simplifiant vraiment grandement la chose, que j'ai pas envie de dire. Mais les Japonais, ce que je voulais en venir, c'est qu'eux ont surtout perdu foi envers l'empereur et tout ce que les idéaux, enfin vraiment leur culture a été brisée en plus d'avoir perdu la guerre en fait. Parce que je pense que tous ceux qui connaissent un petit peu le Japon savent que les Japonais, pour eux, l'empereur et le Japon, c'est un empire pratiquement... Mais en fait, l'empereur, c'était un représentant de Dieu, pratiquement, en fait. Ouais. C'est un dieu vivant, plus ou moins. Et leur empire était vraiment quelque chose d'inébranlable, et les Américains sont arrivés et ont mis un petit peu la pâtée. Hein. Et le moment le plus intéressant, je trouve, c'est quand il rencontre, le héros, rencontre en fait le général MacArthur et qui lui explique que les Américains, en plus d'avoir envahi le Japon, avaient en fait, avant de ça, préparé tout un plan en fait, de restructuration en fait, du Japon sur qu'est-ce qu'ils allaient apporter sur le plan culturel, améliorer en fait l'écriture pour que ce soit plus simple en fait pour les Japonais. Et il y a toute cette réflexion là, est-ce que c'est intéressant de simplifier une langue qui est quand même basée sur c'est leur culture en fait, donc de briser la culture des Japonais, ou alors de rendre justement ça plus simple pour faire en sorte de casser l'alphabétisation des Japonais et que la culture s'ouvre à tous, à toutes et à tous en fait. Et en plus de ça, ils montrent que eux, les Américains, ont pu améliorer pas mal de choses, qu'il y avait toute une réflexion, tandis que les Japonais, donc le héros, se dit que eux, quand ils ont envahi les Chinois, ils ont fait que envahir comme... envahir pour envahir. Ouais, voilà, ils n'ont pas fait plutôt réfléchir ça, ils sont arrivés sur le Japon, hop, ils ont pris possession, et puis voilà, point barre. Et là, ils voient que finalement, non, leur pays n'était pas à la pointe de la technologie, n'était pas à la pointe de je sais pas comment on peut dire ça, des réflexions, etc. En fait. Et ils voient en fait que, les Américains, bon, il y a eu des exactions commises sur le peuple japonais, etc. On va pas non plus rentrer dans les détails. Mais les Américains avaient un plan, et là-dedans, en fait, on apprend même que l'écriture simplifiée, donc les hiragana ou les katakana, je sais plus laquelle, a été mise au point par les Américains pour justement contrer l'analphabétisation du peuple, comme tu disais. Et ils voulaient mettre aussi en place, je ne sais plus comment ça s'appelait là, les écritures en lettres grecques et romanes. Ouais, comment ça s'appelle? Romanji. Les romanji, voilà. Et il y a toute cette réflexion-là que j'ai trouvé très intéressant, que ça arrive plus à la fin du tome. Et pareil, le pourquoi en fait le livre s'appelle Les 7 roses de Tokyo, c'est plus à la fin du livre. À la toute fin.
Ouais, qu'on en apprend un peu plus, mais en tout cas moi je vous invite à l'acheter, au moins à l'emprunter en bibliothèque parce que si vous voulez en apprendre plus durant cette période-là et même en apprendre plus sur le Japon, mine de rien C'est ça vraiment un apporte roman beaucoup. historique, c'est pas juste des choses imaginaires, c'est un roman historique, un peu romancé évidemment, mais les traits historiques sont là en fait, il n'y a pas de... Ça ouvre quand même sur pas mal de choses que sur deux points qu'on aborde très peu ou que j'ai peu croisé en tout cas en cherchant des trucs sur le Japon. À l'inverse des deux autres, par exemple celui-ci qui est de Seiga Junichi. Mémoire d'un Yakuza qui est plus basé du coup sur les Yakuza, qui est aussi une période pendant la guerre et un peu après. Donc là en fait on va vraiment partir sur quelque chose qui est un roman, hein, clairement c'est pas historique, les personnages n'ont pas forcément existé. Et en fait donc l'idée c'est que c'est un médecin qui réécrit qui raconte en fait par écrit la vie d'un Yakuza qui s'est confié à lui sur son lit de mort. Et du coup, c'est quand même des données très importantes parce que techniquement, c'est rare qu'un Yakuza vous donne des informations parce que cette personne-là risque de se faire tuer par son gang ou d'être mis à la porte, enfin, il risque des représailles. Et du coup, c'est la toute première fois qu'on peut avoir des informations sur cette structure-là qui est les Yakuza. Et en fait, ça arrive, le début, c'est ce Yakuza qui arrive dans le cabinet du médecin d'une petite bourgade en fait. Et il ne souhaite pas aller à l'hôpital et en fait le médecin découvre que de toute façon il ne peut pas grand chose pour lui, que ses jours sont comptés à cet homme-là. Et le Yakuza il raconte son histoire de pourquoi il en est arrivé là et pourquoi il s'en fiche un peu de mourir parce que il lui dit qu'il a grandement vécu. Et ça commence comme ça, il raconte sa jeunesse et du coup il dit que au début il avait vraiment une vie de... pas de patachon mais vraiment il survivait quoi. Et que il a fait que toucher un petit peu du doigt à chaque fois les jeux d'argent et que au fur et à mesure pour survivre il est rentré en fait auprès des Yakuza. Dans un clan. Dans un clan en fait et que le chef des Yakuza l'a un peu pris sous son aile, l'a élevé à la place de son père. Et c'est ça qui a fait que le médecin s'est un petit peu intéressé à son histoire et lui a demandé s'il pouvait passer chez lui régulièrement pour pour tout écrire son histoire et en créer un livre après plus tard. Et je trouvais ça intéressant parce que il casse un peu les a priori qu'on peut avoir par le biais des films de gangsters, il dit que non, sur les jeux d'argent on ne balance pas par la fenêtre par exemple les clients qui ont perdu d'argent ou les clients récalcitrants. Parce que il risque juste d'aller se plaindre à la police et les policiers auront quelque chose pour venir fermer la boutique en fait des Yakuza. Non, qui dit que en règle générale quand quelqu'un a perdu beaucoup d'argent en jeu, le chef en fait donne un petit peu d'argent pour qu'il puisse repartir, remiser, etc. Et c'est encore là, ça rend pas sa nuit à cette personne, il tape dans le dos et puis il dit bon allez, rentre chez toi, tu iras plus tard et tout. Enfin, vraiment, il le cocoon et c'est pas du tout comme on peut voir où c'est vraiment. C'est pas comme le jeu Yakuza par exemple où c'est baston sur baston. Ouais, Yakuza Kiwami. Alors, on se doute bien que. On n'a pas été au Japon, hein, merci le Covid, mais on se doute bien que les Yakuza n'ont pas ramassé un vélo pour taper sur un autre Yakuza, non, c'est pas comme ça en règle générale. Mais il y a quand même à l'heure actuelle des guerres de gangs, sachant qu'il reste plus que 2 gros clans majeurs au Japon. Et il y a quelques mois ou un an, je crois, ils en étaient carrément à se tirer dessus à la mitraillette à côté des écoles. Oui, mais là, c'est pas sur la même période. Voilà, là, c'est une époque où il y a beaucoup plus de clans, des tout petits clans, des clans plus violents que d'autres, etc. Moi-même, il touche quand même du doigt que ces générations-là, c'était un peu comme les tontons flingueurs, en fait, que c'était des bons bougres qui faisaient vraiment des choses un petit peu... c'est pas très catholique tout ça, mais ça restait vraiment dans des mœurs vraiment carrées en fait. Vous pouvez pas aller tuer comme ça, parce que ça allait faire tout ébranler la structure des Yakuza. Il y avait quand même un code d'honneur. Par exemple, au bout d'un moment, il va tomber amoureux d'une femme et du coup, il va s'enfuir avec elle. Et pour avoir un peu d'argent, il va s'arrêter dans chaque clan de chaque région du Japon. Et puis, il y aura vraiment une façon de saluer en fait chaque personne de ce clan-là pour avoir un petit peu d'argent. Et du coup, même les autres clans vont lui donner de l'argent pour qu'il puisse survivre avec sa femme, etc. Donc c'est pas tout le temps vu comme ça à l'époque, comme tiens, il fait partie de l'autre clan, on va le taper dessus, etc. Enfin, c'est un peu plus que des hommes préhistoriques là-dessus, quoi. Enfin, c'est pas gros chemin, quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça montre que derrière, à l'époque en tout cas, c'était plus des businessmen, enfin vraiment, ils faisaient attention à... Qui frôlaient quand même la loi et qui finissaient régulièrement en prison. Ouais, mais ils avaient des codes d'honneur. Par exemple, à un moment donné, il a vu effectivement qu'il a un peu volé la femme de quelqu'un et du coup il s'est excusé, il s'est coupé un doigt et...
Du coup, bon bah voilà, il y a vraiment un code d'honneur et je trouvais ça très intéressant en fait. Enfin, ça casse vraiment pas mal d'a priori sur les gangsters, en tout cas des yakuza. C'est ça donne une vision un peu du coup du Japon de l'ombre entre guillemets, mais romancé, on va pas l'oublier. Et là on va dire un Japon plus lumineux, avec le souffleur de bambou. Alors c'est le premier... De James Harvey. Donc là, parmi notre sélection, c'est le seul qui est écrit par un occidental, qui n'est pas écrit du coup par un japonais. C'est ça, et du coup en fait il est parti de base au Japon pour ses études il me semble, et en fait... Il vient de Grande-Bretagne. Oui, et il voulait faire des études, un peu une ouverture spirituelle, il voulait trouver un mentor, etc. Bon, sur ce principe-là, je vous cache pas qu'au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Oh là là !» Et finalement, en fait, ce qui est plus intéressant dans le livre, c'est les rencontres qu'il a. Alors, le souffleur de bambou, je sais pas pourquoi il a choisi ce titre-là, j'en sais rien. Après, c'est souffleur de bambou, rencontre japonaise. Voilà, mais en tout cas, c'est la première personne qu'il rencontre, mais il rencontre d'autres personnes, c'est vraiment ces échanges-là qu'on apprend un peu plus sur le Japon. Oui, différentes personnes qui l'aident aussi à apprendre le japonais, qui l'aident un peu dans tout ce déboire de la vie quotidienne, et je trouve qu'on apprend pas mal sur le Japon, sur leur structure, sur le fait que ils aiment bien s'entraider, qu'il y a aussi pas mal sur la boisson pour le soir, pour décompresser, que il y a une forte amitié, que les gens sont prêts, en tout cas dans les patelins, il va après surtout dans les petits patelins du Japon, la campagne, ouais, et j'ai apprécié ce qu'il décrit vraiment les petits métiers, les échanges, c'est plus un livre humain en fait que vraiment pour apprendre, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre, qu'est-ce qui s'est passé auprès des Yakuza, etc. Là c'est plus sur les échanges, vraiment humain à humain. D'ailleurs, justement pour souligner les échanges et ce qu'ont pu lui apporter en fait les Japonais qu'il a rencontrés, il y a toujours du coup une petite calligraphie avec une signification qui est en lien du coup avec le chapitre. C'est vrai. Donc voilà, on va dire 3 visions du Japon. Différentes. Une vision pendant la toute fin de la guerre qui est assez intéressant, une vision du Japon de l'ombre, on va dire, et une vision du Japon plus lumineux. Si je devais vous en conseiller un, ça serait peut-être les 7 roses de Tokyo. Mais après, c'est un bon morceau. Si ça vous fait peur et que vous voulez juste en apprendre un peu plus, peut-être les souffleurs de bambou. Et si vous êtes plus en fait, j'aime bien les Yakuza, je vais en apprendre plus parce que moi je vous cache pas que les... C'est sexy, mine de rien, l'esprit Yakuza, etc. Non, j'ai toujours, moi depuis tout sulfureux. petit, j'ai toujours aimé en fait la mafia. C'est dû aussi au jeu Mafia qui était sorti à l'époque, Mafia 1. C'est vrai qu'au niveau des jeux vidéo, c'est pas très cherché. Ça parle de la mafia, ça va s'appeler Mafia. Ça parle de Yakuza, ça va s'appeler Yakuza. En fait, c'est quelque chose où il y a. Enfin, tu vois, bon, là c'était plus pour les Italiens, donc c'était plus la famille, etc. Mais t'avais quelque chose de. Je sais pas, ça fait un peu clan. Enfin, je trouvais ça un peu. Génial parce que tu avais une structure, il y avait vraiment... Une structure cadrée, il y a des valeurs, il y a un respect au niveau puis il y avait des jeux d'argent, il fallait pas se faire choper, il y avait un petit côté jeu à la souris où, bon, ça peut être un peu macabre ce que je veux dire, mais il y avait un petit jeu intellectuel, un peu comme ce qu'on peut retrouver dans Hannibal Lecter avec le tueur et la scientifique. Et je trouvais que dans les trucs mafieux comme ça, il y a un peu ça avec le commissaire ou Batman et puis Joker, ces échanges un peu intellectuels que j'aime beaucoup et qu'on retrouve principalement dans les livres sur les mafieux, qu'on n'a pas forcément sur les livres policiers où c'est juste une enquête, ou des fois un peu peut-être comme Zodiac ou autre chose, mais là c'est vraiment sur une structure, la mafia, et je trouvais ça bien. Donc voilà, 3 livres qu'on vous conseille. N'hésitez pas à nous dire si vous les avez déjà lus, si vous avez un avis à partager dessus. Ou si on avait d'autres à proposer de ce style-là, en fait. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit une prochaine. Salut!